Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 12 décembre 2020. Fomi Armstrong, Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Ambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, 5 persons have lost their lives in a fire incident in the Newbel neighborhood of the Douala 3 subdivision, rather Douala 2 subdivision. 3 of them children were burnt in the fire incident. The house that was set ablaze by their uncle will later take his life, and another person who struggled to rescue the children also died. We shall be taking you to Furawa subdivision, a subdivision that was already very sick before the escalation of the armed conflicts in the 2 Anglophone regions of Cameroon. Furawa subdivision is now licking the wounds of the devastating impact of the Anglophone crisis. The mayor of Furawa and the people who fled to the neighboring Federal Republic of Nigeria are coming back, but they have sad stories. We'll tell you more on this and other stories in this edition of the news. À la une de ce journal, colère, indignation et douleur intense après un incendie meurtrier à Douala. Un homme met le feu sur un immeuble tuant 5 personnes, la plupart des victimes membres d'une même famille, dont un bébé d'à peine 1 mois. Il faut également préciser que le présumé auteur a lui aussi trouvé la mort consumée par les flammes. La scène tragique se déroule au quartier Newbel, dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala. Un litige foncier donc serait à l'origine de ce drame familial qui ébranle la capitale économique du Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Scène d'horreur à Newbel, dans le 2e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Un septuagénaire incendie un immeuble occupé par sa nièce et ses 3 enfants et tue au passage 3 personnes, dont un enfant âgé d'à peine 1 mois. L'auteur présumé de l'incendie est lui aussi décédé, brûlé au 3e degré. Un jeune du quartier, venu donc sauver les occupants de l'immeuble, a lui aussi perdu la vie. Le récit des faits dans ce reportage que signent Claude Ekwa et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les populations du quartier Newbel, au lieu dit pharmacie Sainte-Anne, n'oublieront pas de sitôt la scène d'horreur qui a arraché la vie à 5 personnes dans cet immeuble, ravagé par un incendie criminel. Tout part d'une dispute familiale. Un septuagénaire, décidé à expulser sa nièce et ses enfants de ce bien commun à la famille, passe à l'acte de la manière la plus horrible, au lever du jour de vendredi. Habitant en face de l'immeuble, Bakek Roger se déguise en femme et profitant de la porte laissée ouverte par la fille aînée de sa nièce, partie puiser de l'eau vers 5 h du matin, il s'introduit dans l'immeuble et y asperge du carburant. Surpris par sa nièce qui croit être face à des bandits, elle alerte le voisinage avec des cris. Un jeune du quartier nommé Bondier, Jacques Audrey, n'hésite pas à voler à son secours, raconte ce voisin. Il a trouvé le monsieur. Il a arrêté le monsieur. Il n'a pas voulu comprendre ce qui se passe. Il a voulu maîtriser le monsieur, ne sachant pas que le monsieur avait déjà aspergé l'essence dans toute la maison. Ne sachant pas que le monsieur avait le briquet à main. C'est comme ça quand le monsieur a constaté qu'on va l'empêcher de commettre son forfait, parce qu'il avait promis qu'il allait le brûler avec tous ses enfants. Lui, il n'a rien à gagner, rien à perdre. Comme ça, dès qu'il a craqué le briquet, ça a explosé, ça l'a balancé au sol. Les flammes se propagent. 3 enfants sont tués, dont un bébé né seulement il y a 1 mois. Et ses 2 frères, âgés de moins de 5 ans. L'oncle pyromane, brûlé lui aussi par les flammes, décède à l'hôpital quelques heures après, tout comme le jeune Bondier Jacques Audrey, venu sauver les habitants de cet immeuble, devenu tristement célèbre à Newbel. La mère éplorée et sa fille aînée, que nous n'avons pas trouvée sur les lieux du drame, ont eu la vie sauve, mais sans doute une vie qui ne sera jamais plus comme avant. Autre lieu où un train incendie, c'est du côté de Yaoundé, du feu à l'hôtel La Falaise. L'incendie s'est déclaré cet après-midi, donc à la cuisine, avant de se propager rapidement au 1er étage où se trouve le restaurant et la réception. Les 7 autres niveaux n'ont pas été touchés par les flammes. L'incendie donc a pu être maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux avec quelques minutes de retard d'après le personnel de l'hôtel
hôtel. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Nous y reviendrons. Et sur les braises ardentes de la crise anglophone, un an après leur retour sur la terre de leurs ancêtres, les habitants de Foro-Awa, localité du département de la Mentioum, région du nord-ouest, peinent à retrouver leur marque. Le problème d'eau, de route et même du réseau meuble leur quotidien. Le reportage de Kediara reprend son cours normal à Foro-Awa, petite localité du département de la Mentioum. Jadis, sous le contrôle des groupes séparatistes, le village a été libéré par l'armée, un fait qui a conduit les populations à retourner sur la terre de leurs ancêtres. La plupart des habitants du village sont revenus. En effet, au mois de janvier de l'année passée, quand les militaires sont arrivés ici, le village était désert. Moi-même, je n'étais plus là. Je m'étais aussi enfui pour tenter de sauver ma vie. Parce que les Amba Boys nous voulaient du mal. Nous nous sommes réfugiés au Nigeria. Alors, quand les militaires ont pris possession du village, nous avons compris qu'il était temps pour nous de rentrer. Nous avons incité la population à revenir. C'est donc progressivement que les choses se remettent en place. Les écoles ont réouvert leurs portes, donnant la possibilité aux enfants de renouer avec les cours. Ça fait presque un an que nous vivons dans la paix. Les habitants sont revenus, la vie est paisible, le village est calme. Chacun va qu'à ses occupations. L'école suit son cours, au primaire et au secondaire. Nous n'avons pas de problème majeur, si ce n'est les sécessionnistes qui nous menacent de temps à autre de nous attaquer. Mais nous n'avons pas peur. La sécurité est de mise. Pourtant, si le village encore désert, il y a un an seulement, reprend peu à peu ses couleurs, il faut dire que cela ne se fait pas sans difficulté. La vie est difficile parce qu'il n'y a ni route, ni réseau, et nous avons des problèmes d'accès à la rivière Kassilana. Pour le moment, l'armée essaie de faire de son mieux pour développer le village et maintenir la paix. Avec les assauts des bandes armées que le village a enregistrées ces dernières années, maisons et bureaux administratifs ont été détruits. Aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on a. Je travaille temporairement dans ce bureau parce que les Amba Boys ont détruit tout ce qu'il y avait comme construction ici. C'est pour tenter d'adoucir le quotidien de ces populations que le général de brigade, Nka Valère, commandant de la 5e région militaire interarmée, a effectué une visite de contrôle opérationnel où il a félicité les troupes sur le terrain pour leur dévouement et leur détermination pour le retour de la paix dans cette localité. Aux populations de Foro-Awa, le général a remis des vivres et du matériel didactique. Il a appelé les populations à une plus grande collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Et dans le département du Coupé-Manengomba, région du sud-ouest Cameroun, l'enclavement des bassins de production agricole plombe l'essor de l'activité économique et fait perdre des millions de francs CFA aux cultivateurs. En raison du mauvais état de la route, ces agriculteurs peinent à écouler leurs produits vers les centres urbains, en plus du difficile accès aux intrants agricoles. Jacques Mollon, Isabelle Carole Zopet. Le transport des denrées alimentaires, un véritable casse-tête pour les agriculteurs dans le Coupé-Manengomba, région du sud-ouest, en raison du mauvais état des routes. À ce problème d'enclavement s'ajoutent les difficultés d'accès aux terres, au crédit, le coût élevé du transport, entre autres. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Tout d'abord, le coût élevé des intrants agricoles. En plus de ça, les routes sont dans un très mauvais état.
et écouler nos marchandises est de plus en plus compliqué. Nous les agriculteurs, on souffre énormément. Autant d'obstacles qui ne favorisent pas une bonne production. Soucieux de cette situation, le programme d'alimentation et de la compétitivité des exploitants familiales et agro-pastorales a tenu une séance de travail avec ses producteurs pour les enseigner de nouvelles techniques agricoles afin d'améliorer leur rendement. Ils échangent entre eux et le fruit de nos travaux également leur permet de comprendre que bon, en faisant comme ça, nous pouvons avoir de meilleurs résultats par rapport à ce que nous avons produit jusqu'à présent. Donc le but fondamental, c'est d'échanger et de partager ces expériences-là entre les producteurs et les amener à justement améliorer la qualité de leur production ainsi que leurs revenus. Une action saluée par ces seigneurs de la terre qui la trouvent tout de même insuffisante et appellent de ce fait les pouvoirs publics à voler à leur secours. Situation quasi similaire dans la ville de Tchon, région de l'Ouest Cameroun, où la vétusté du réseau routier, le difficile accès à l'eau ainsi que les coupures intempestives d'électricité, autant de problèmes qui freinent l'épanouissement des populations. Elles fondent désormais leur espoir sur le nouvel exécutif communal officiellement installé dans leurs fonctions. Le reportage de l'Éclair Sakem. En plein cœur de la ville de Tchon, des nuages de poussière qui rendent la vie dure aux populations. Difficile pour ce dernier de respirer l'air sain en ce début de saison sèche. La poussière, c'est ça qui va seulement nous faire rentrer à la maison. Donc, on met qui fait les efforts à arroser au moins 3 fois par semaine. Un état de choses qui s'accompagne de la dégradation de l'état des infrastructures routières de cette collectivité qui abrite l'une des 8 universités d'État du Cameroun. Si quelques travaux d'aménagement ont été entamés par endroits, la grande majorité des routes qui desservent les quartiers de la ville de Tchon se trouvent cependant dans un état de dégradation. À côté de ceci, le Sentinelle, problème de coupure à outrance de l'énergie électrique et la question d'accès à l'eau potable demeurent des préoccupations majeures au sein de cette cité ouesterne. Avec tant de coupures à tout moment, à toute saison, nous prions aussi le maire de mettre main pour que cette centrale soit en marche et le vol qui est vraiment très courant dans notre zone. Il s'agit ici des échantillons des chantiers dont les réponses sont attendues du nouvel exécutif communal élu suite au double scrutin législatif et municipal de février 2020 et qui vient d'être officiellement installé dans leurs fonctions. Des défis relevés et complétés par le préfet du département de la Minois au cours de la cérémonie d'installation à la place des fêtes de Tchon. En action. L'eau, l'électricité, les écoles, les salles de classe, les tables bancs dans les salles de classe. Pour que on sent leur action effectivement sur le terrain. La décentralisation passera à travers ces actions, sinon ils n'auront pas accompli leur mission. L'exécutif chapeauté par le maire Jackie Kemle a conscience de sa mission et dont les premiers sont visibles à travers les 270 jours écoulés depuis leur élection. L'accélération de la mobilité urbaine en libérant les emprises. Le second a trait au relèvement de l'offre en eau potable. Vous savez, nous sommes encore dans la période de pandémie. Nous avons besoin de vous laver les mains, nous avons besoin de l'eau de santé. Le troisième a trait au relèvement de l'offre en énergie. Nous ne pouvons rien faire sans énergie. Aujourd'hui, on parle du numérique, on parle de l'agro-industrie. Comment allons-nous y arriver sans énergie? Le quatrième, nous avons démarré aussi très en force à aux infrastructures routières. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une ville où l'arrière-pays n'est pas relié au centre de la ville. Et il est question de lever cette difficulté que nous avons connue à l'époque pour que tout ce qui est cultivé, parce que la ville de Tchon est une ville agricole, dans l'Interland puisse atteindre les centres urbains et que les populations puissent avoir l'opportunité d'acheter. Nous nous sommes attaqués également aux infrastructures sanitaires. Il était question de relever le niveau de notre hôpital de district. Leurs attributs les ont été remis lors de la cérémonie assez courue dans la ville de Tchon, ainsi que la présentation des 40 visages de cette mandature 2020-2025 a été faite aux populations.
Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal évoquant la pandémie de coronavirus. Il continue sa course folle au Cameroun. Près de 1000 cas et une dizaine de morts enregistrés en l'espace de 10 jours, d'après les données du ministère de la Santé publique. Des chiffres qui inquiètent les spécialistes de la santé qui redoutent une deuxième vague épidémique au Cameroun. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, ces médecins appellent à plus de vigilance. Le reportage de Cédric Zing, Innocent Abega. Cameroun, déjà 900 cas et près d'une dizaine de décès dus au Covid-19 enregistrés en à peine 10 jours. Des chiffres révélés par le ministère de la Santé publique. Chiffres dont la constante augmentation s'explique par plusieurs aspects. Dans le problème est double. D'abord, il faut quand même prendre en considération le fait que on ne peut pas mettre un policier devant chaque Camerounais. Donc chacun d'entre nous devrait déjà respecter les mesures barrières et que nous nous disons que nous ne devons pas être des éventuels transmetteurs. Bon, la deuxième chose, vous savez, on ne peut pas, les frontières généralement ne sont pas fermées, les frontières sont toujours là. Et il y a toujours ces échanges de personnes, ces échanges de mouvements d'individus. Et forcément, vous pouvez être porteur de la maladie avec un test négatif. Le relâchement des mesures barrières et la porosité des frontières sont autant de facteurs favorisant l'augmentation exponentielle des cas de Covid-19 au Cameroun. Une montée vertigineuse des chiffres qui inquiète les spécialistes et fait planer le spectre d'une deuxième vague de contamination, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays à travers le monde. Il est probable, nous ne le souhaitons pas, mais il est probable que la deuxième vague s'installe. Vu le chiffre grandissant des malades, des patients contaminés, donc il ne serait pas étonnant que nous nous retrouvons dans une deuxième vague. D'autant plus que l'épidémie n'est jamais terminée. Une situation on ne peut plus préoccupante qui nécessite une prise de conscience collective. Une prudence encore plus de mise à l'approche des fêtes de fin d'année qui favorise, comme à chaque fois, un nombre considérable d'interactions. De la santé à l'environnement, les emballages et déchets plastiques constituent une réelle menace pour l'environnement et même pour la santé. Le constat est de la société civile qui vient de réaliser une étude sur les dangers de la prolifération de ces plastiques au Cameroun, et ce, malgré l'engagement du gouvernement à assainir la production et la commercialisation de ces produits sur le terrain. Force est de constater que rien n'a véritablement changé. Marcelin Gansa pour Rodrigue Ngassi. L'enquête menée à Douala révèle qu'une trentaine d'entreprises spécialisées dans la production des denrées alimentaires déversent chaque jour dans la nature des milliers de kilogrammes de plastique, lesquels deviennent des déchets qui au bout d'un certain temps se retrouvent dans les décharges où ils sont soit incinérés ou alors terminent leur course dans les sols et bonjour les dégâts. Nous avons constaté que les emballages plastiques sont déversés partout dans la nature. Ces emballages plastiques sont produits à base des déchets pétroliers. Et les industriels, donc, pour y apporter des éléments dont ils ont besoin, ajoutent certains additifs toxiques qui sont interdits dans la Convention de Stockholm. Nous constatons également que les emballages plastiques sont une source du réchauffement climatique au regard de leur taux de toxicité. À la pollution de l'environnement et à l'infertilité des terres s'ajoutent les dégâts humains dont on ne parle pas très souvent. Les matières plastiques contiennent des POPs et surtout des produits chimiques perturbateurs endocriniens qui agissent activement sur le système hormonal chez les hommes, chez les femmes et chez les enfants, surtout les jeunes filles. C'est pour cela que de nos jours, nous entendons beaucoup de jeunes filles qui souffrent de maladies telles que les kystes ovariens à un âge très précoce, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter et les hommes également qui ont des troubles au niveau même de la reproduction. Cette rencontre avait donc pour but d'attirer l'attention des pouvoirs publics face au drame sanitaire et environnemental qui avance à grands pas au vu et au su de tous.
L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement interpelle le gouvernement dont le projet d'assainissement du marché de production de plastique est mort dans l'œuf. Parce qu'il y a un arrêté conjoint du ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce qui interdit la production, la commercialisation, l'importation des emballages plastiques inférieurs ou égaux à 60 microns. Mais nous nous rendons compte que jusqu'à présent, cet arrêté n'est pas respecté par les producteurs d'emballages plastiques, raison pour laquelle nous voulons que vous, les médias, que vous soyez vraiment un acteur dans la sensibilisation pour attirer l'attention du public, pour attirer l'attention de ces producteurs afin qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau qui menace notre environnement et qui menace notre santé. Du fait de leur toxicité, les emballages plastiques constituent un danger pour l'environnement et la santé humaine. La société civile tire la sonnette d'alarme. C'est un énième cri de détresse. L'actualité au Parlement à présent, au moment où s'achève la session de l'année 2020 à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, le réseau des femmes parlementaires s'attaque aux discriminations faites aux femmes. Ces femmes parlementaires ont fait appel à l'expertise de la Fédération des femmes juristes pour mieux outiller les députés à appréhender la problématique des discriminations faites aux femmes au Cameroun. Joël Essengue et Guizo. Enfants tombés même malades, ils n'avaient même pas le temps. Faire barrage aux discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles en maîtrisant les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. C'est le pari que viennent de faire le réseau des femmes parlementaires du Cameroun et la Fédération internationale des femmes avocates, FIDA, lors d'une séance de travail à l'Assemblée nationale à la faveur de la session qui vient de s'achever. Notre plan d'action nous amène à concevoir des activités, des actions pour amener les femmes à être vraiment au fait de tout ce qui est législation, principalement la législation qui concerne la femme. Dans cette logique, l'apport de la Fédération internationale des femmes avocates est sollicité pour une meilleure compréhension des enjeux liés à cette problématique. Ces membres du FIDA qui sont dans ce domaine, dans le domaine des lois, sont des experts et nous sollicitons leur expertise pour améliorer notre compréhension de ce que c'est que la loi camerounaise en faveur ou en discrimination de la vie de la femme camerounaise. C'est à quoi la FIDA répond positivement en relevant d'abord les nombreuses violations observées en matière des droits des femmes. Actually, studies show that violence against women and girls is the most widespread human rights violation happening today, with devastating consequences on women, families, communities, and whole nations. At least 1 in 3 women are survivors of violence. En fin de compte, cette organisation des femmes juristes dresse un aperçu de son champ d'action qui en dit long sur sa capacité à faire bouger les lignes. In fact, we are an effective platform of action on issues related to women's empowerment, and we carry out our activities, our objectives, through consolidated advocacy, sensitization and capacity building workshops. De quoi donner davantage d'arguments pour la défense des droits des femmes. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for the confidence. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a sad note, an unusual scene at the New Bern neighborhood of the Douala 2 subdivision. A man angry after a family dispute set an entire building ablaze, killing its occupants. 5 is the total number of persons killed as the result of the fire incident. Charles Ikome tells us more. A 1-month-old baby, 2 children of less than 5 years of age,
They were occupants of this house in New Bell Douala 2 subdivision. All three were consumed by wild flames. The flames ravaged the entire building and its content. The 3 children were caught in the early hours of the morning Friday. The outcome of their death came as a result of a family dispute when a certain man in his 70s by name Baker Roger decided to terminate the life of his niece and her children so they won't have access to the family property. In the early hours of Friday morning, Baker Roger, who lives opposite the family compound by St. Anne Pharmacy in New Bell, disguised himself into a woman and passed through the back door, which was left open by his niece's daughter, who went to fetch water around 5 a.m. that morning. Unfortunately, his niece, who is in the house, catches him right-handed and thinks he is a thief, fears the worst, so she alerts the neighborhood by screaming. Her screams gets the attention of a youth in the quarter by name Bonje Jacques Audrey, who hears her loud and clear and immediately rushes to her rescue, says this neighbor. Il a trouvé le monsieur. Il a arrêté le monsieur. Audrey got into the house and held Roger and didn't want to know what was happening. He decided to subdue him, not knowing that he had already sprinkled kerosene all over the house and not knowing that he had a gas lighter in his possession. When Roger realized that he might be stopped by Audrey, he lit the gas lighter and everything exploded. In the course of the explosion, 2 children of less than 5 years old and their baby brother, who was just a month old, died on the spot. Baker Roger, the man who lit the gas lighter, died in the hospital hours later, as well as Audrey, the boy who tried to stop him from committing this criminal act. The mother of the children and her daughter are sound and safe, but will never have the same life again due to the loss of their siblings and children. A sad story indeed. Before the escalation of the armed conflict that has seen thousands killed and hundreds of thousands internally displaced in the Anglophone regions of Cameroon, that is the northwest and southwest regions, Furawa subdivision was referred to as the sick chart of Menchum division because of the enclavement of Furawa subdivision and also because of developmental challenges facing Furawa subdivision. The Anglophone crisis worsened issues, sending inhabitants packing and running to the neighboring Federal Republic of Nigeria, including the mayor. They are back to Furawa, but the destruction leaves a sad image of the armed conflict. More in the following report. A trip to Furawa subdivision, Menchum division of the northwest region of Cameroon. This administrative unit of over 19,000 inhabitants is the hardest hit by the Anglophone crisis in the Menchum division, and the destruction is a testimony. The multi-purpose community telecom center, which used to link the enclaved subdivision to the rest of the world, is now in ruins. The few walls of the telecom center still standing carry messages like "No forgiveness this time around." Please don't forget Lil Cage, man of his words. The Dios office, burnt and destroyed, is now a shadow of its former self, and the divisional officer now operates from a temporary site. This is my temporary office because Amba boys just drop every building here, administrative building. Amba boys just drop until here. Highly enclaved and cut off from the rest of Cameroon by bad roads and the absence of a bridge over River Katsinala, Furawa inhabitants who fled the war could only cross over to the neighboring Federal Republic of Nigeria, according to the mayor. Most of them have come back. In fact, as of January last year, when the military came, the village was deserted. Even myself, I was not in Furawa here. I also escaped even before the military came, because when the boys were here, they were hunting for some of us. So we ran for our dear lives. We were staying in Nigeria. So when the military came now, we saw that it was time for us to come back home, to gather our population back home. That's why you see this multitude here. The mayor of Furawa, who also ran to Nigeria, is back and saying normalcy now reigns in the area. It's 1 year running that we have lived in peace. The people are returning back home. Life is calm. The village is calm. People go about their normal daily activities.
The school is going, both primary and high school. For now, we don't have any major issue, but for the fact that threats are still coming from distance from our separatist fighters, warning us from time immemorial that they will be visiting us. And I'm sure that with the president, with the security, we are not afraid. The few learners who brave it to return and study in Furawa face numerous problems, according to Mr. Ama Gilbert, Pedagogic Inspector of the Furawa Inspectorate. Since we started school, most children lack books and other essential school materials. So this one that has been handed to the inspectorate to share to the schools by the general. I hope that they will make maximum use of it. These and other challenges of the people of Furawa, including the lack of basic commodities, were attended to by Brigadier General Cavalier, commander of the 5th Joint Military Region, during an operational control visit to Furawa. In another Anglophone conflict-stricken locality, Bangem, in the Kupe-Maninguba division of the Southwest region of Cameroon, inhabitants who braved confrontations to stay are complaining of developmental challenges. Some of their major problems include the poor access to get their produce to the market, that is the lack of farm-to-market routes, and they are also complaining of the difficulties getting to work in areas where there is need for fertilizers. Our reporter Immaculate Fogwe takes us to Bangem. Farmers, regarded as breadwinners of the country, are finding it hard to go along with their daily activities. Many of them are forced to abandon their farms due to the poor state of farm-to-market routes, the Anglophone crisis, and lack of inputs. A case in point are farmers of the Kupe-Maninguba division, Southwest region of Cameroon. We don't have farm-to-market routes, and how to sell our produce, and we are suffering. We depreciate, we toil every day to cultivate, but we toil much, but we eat a little. Fertilizers are expensive, very, very expensive. A bag of fertilizer is 18,000 francs, and not all the farmers can cope to buy it. So it gives us a setback in our community here. Having in mind some of the difficulties faced by farmers in the 3 subdivisions that make up the Kupe-Maninguba division, a program meant to improve competitiveness of family agro-pastoral farms was launched by SEFA so as to drill farmers on new techniques that can improve their yields. Thanking SEFA for the initiative they have taken to support the farmers. To know if you are working in a positive side or in a negative side. If you reach here in Bangem, you see tomatoes, you see plantain, you see coffee, you see cocoa. They are produced highly, but the price is not there. The price is not there. Minus road, the price is not there. So we are bringing them today like this to together discuss about what we have done so far, and the main aim is to enable them produce better, to improve their revenue, to improve on their family situation. According to these farmers, a lot more is still expected from the government so as to boost the farming sector. So we are pleading on the government to see how they can transform those things to add value and how they can connect us with routes to markets. So really we are pleading to the government to give us input so that our farms may boost more and the country will rejoice through farmers. We are depreciating just because we labor and we don't eat. Rising insecurity provoked by the ongoing socio-political crisis in the area has forced several farmers to flee away. The few farmers who have been able to brave the odds continue to face the aforementioned challenges.
And we stay in the southwest region of Cameroon, where a good number of youths, predominantly girls, flooded streets of Buea, chief town of the region yesterday, saying no to rape and other forms of gender-based violence, chanting songs and brandishing messages as their campaigns against human rights violations and also gender-based violations in streets in Buea. They were doing this within activities marking the 2020 International Day for the fight against, that is 2020 edition of the International Day for Human Rights. More in the following reports done by Derija Twemboya. Human rights defenders say it is not getting any better, as each day that passes a file or two of human rights violation are being added to untreated ones. The escalation of the war in the Anglophone regions of Cameroon has witnessed life and education of many cease. Stories of people disappearing are familiar here, and rape is common. Gender-based violence is supposed to stop in our community, and the human rights must be respected in our community. We are doing this in the context of the ongoing Cameroon Anglophone crisis. And as the world commemorates the 2020 edition of the International Human Rights Day, the Southwest Zonal Office of the International Human Rights Commission want the message to get louder, reason why they took to the street of Buea, the Southwest Regional Capital, with their messages, some written and some in songs. No to human rights violation! No to rape! 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 And if there is a group of people to stand up and take back their right, it should be them, the youth. This is a time when youths have to not only play the part of spectators, just sitting and watching. We've got to enlighten our neighbors, our friends, our family members about the importance of upholding our belief against human rights violations. And also invited was Bienvenue Hiroa from Chad, who doubles as the Multinational Volunteers Coordinator and Peace Ambassador of Human Rights for Central Africa. We are using this campaign to share a special message to everyone. We believe that this campaign can change the life of someone. The Southwest Zonal Coordinator, at the end of the day, was satisfied that the street move is driving home the right message. We believe it's going to go a long way to promote peer education among the youths, to promote a conscientizing atmosphere among the youths. It's going to go a far way to promote the respect for human rights among the youths. But in all, human rights crusaders still hold that in the entire Central African sub-region, human rights violations are still making headlines. For over the years, the Lac Intini Hospital in Douala, Cameroon has been at the center of controversies, which has negatively affected the reputation of the health facility. It has negatively changed the perception of Douala city dwellers and Cameroonians towards the Lac Intini Hospital. And the new management, however, is trying to change the narrative. The new management says that the hospital facility is back on its way and is working to be more effective and people-oriented. Charles Ikume. For a number of years now, the Lac Intini Hospital, situated in Akwa, Douala 1 subdivision of the littoral region, has been condemned by many for its bad reputation, a negative name which came as a result of the poor treatment of patients and obligatory payment before services, which sometimes cost patients their lives. In the past, people had a very bad impression about Lac Intini. Lac Intini, you cannot have any service for free. In Lac Intini, you have to pay for services, and those things in Lac Intini, care is not humanized. However, the new administration of the hospital has done some restructuring by putting in place better sanitary conditions, a good humanitarian staff, and has modernized the hospital's infrastructure. I think on our own part we had some faults too, but all those things we've done a retrospective view to sort out where we failed in the past
And that's the reason why we are calling on the entire public to come and see for themselves that we've changed. The reason why we are offering an open door day for 1 week, where we have free consultations to call on the population to come and see for themselves how La Quintina have changed. In the past, we had problems with hygiene, but I think you can see for yourself from the tour that you put it in the services, things have changed. La Quintina, it's clean. Also, we've worked on satisfaction of the nurses. We've worked on their satisfaction, and to an extent, we are trying to humanize the care that they give to their patients. The La Quintina Hospital in Douala relies on training workshops to increase the capacities of its staff in the care and reception of users. The mastery of modern communication tools, in particular the website, digital social media, as well as mass communication, will allow to give the right information on time. The setting up of biometrics and more efficient video surveillance system has enforced the security of the hospital for better personnel management. On a demandé une puce de constatation spécialisée chez vous, mais vous nous avez renvoyé la puce que nous on appelle le chirurgien. Comment nous on doit faire pour avoir le chirurgien, s'il vous plaît? Bien. Oui, je ne crois pas avoir vu quelqu'un ici avec une fiche de consultation du spécialiste, monsieur. Genre oncologie, tu n'as pas de la supervision. That report brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We wish you a blessed day in the company of interesting programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening and have a nice weekend. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Bon week-end à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.